pas prendre le risque que vous veniez après me dire c'est pas écrit dans le cours. Voilà, donc, alors, menace d'accouchement prématuré, c'est quoi? C'est quoi la menace d'accouchement prématuré? C'est un accouchement, donc une menace, un accouchement prématuré, c'est un accouchement entre 22 et 37 semaines. D'accord? Donc, pourquoi 22 semaines? Pendant longtemps, on disait que c'était entre 28 et 37 parce que la viabilité du fœtus était à 28 semaines. Maintenant, à l'étranger, le fœtus est viable à partir de 22 semaines. Donc, accouchement prématuré entre 22 et 37 semaines d'aménorrhée. C'est une pathologie qui va associer des modifications du col avec des contractions régulières douloureuses entre 22 et 36 semaines et 6 jours qui vont évoluer spontanément vers l'accouchement. C'est-à-dire, si on ne traite pas cette patiente, elle va finir par accoucher. Donc, c'est des contractions utérines, c'est-à-dire généralement, c'est des patientes qui vont venir pour des douleurs pelviennes, donc chez lesquelles on va constater la présence de contractions utérines. Donc, le plus souvent, 60% des accouchements prématurés sont souvent, presque toujours précédés d'une menace. C'est une cause importante d'hospitalisation au cours de la grossesse. C'est une cause de morbidité et de mortalité périnatale parce qu'un bébé prématuré est plus fragile et il a plus tendance à faire des infections néonatales, des complications, etc., qu'un bébé à terme. Les étiologies et facteurs de risque. Donc, les étiologies de l'accouchement prématuré. Qu'est-ce qu'on a? On a les causes utérines. La première cause, c'est la béance cervico-usnique ou incompétence cervicale. C'est-à-dire que le col, parce qu'en principe, pendant la grossesse, le col, il a le rôle de verrou. C'est-à-dire qu'il doit être, en principe, il est fermé, il est rigide, il est lent, il est postérieur, il est fermé pendant toute la grossesse, jusqu'à l'approche du terme. Donc, c'est une sorte de verrou qui empêche le bébé de sortir. Parfois, chez certaines patientes, soit par pathologie, soit parce qu'elle a déjà eu un curetage qui a blessé le col, soit parce qu'elle a eu déjà une déchirure du col, une conisation. Parfois, c'est une pathologie, elle a une pathologie des fibres de collagène ou une pathologie voilà, où elle est née comme ça, avec un col qui est incompétent. Donc là, on va avoir une résistance insuffisante du col par rapport aux contraintes mécaniques. Parce qu'il faut savoir que le bébé, plus il grossit, plus il va pousser sur le col, déjà par effet, ne serait-ce que par effet de pesanteur. Parce que quand on est debout, que le bébé, le bébé, par son effet donc par son poids déjà, il pousse sur le col. Donc si on a un col qui n'est pas fermé, qui n'est pas rigide, qui n'a pas son rôle de verrou, comme j'ai dit, là, on risque un accouchement prématuré. Généralement, c'est des patientes qui ont déjà des antécédents de fausse couche tardif ou d'accouchement prématuré, parce que c'est une béance, donc voilà, c'est quelque chose qui récidive. Ensuite, on a les malformations utérines. Donc là, c'est logique. Qui dit hypoplasie utérine, utérus unicorne, bicorne, ça veut dire, ou cloisonné, ça veut dire que c'est un utérus qui a une cavité utérine plus petite que la normale. Et donc, plus la cavité est petite, plus, donc, plus le bébé, au fur et à mesure qu'il grandit, ben, cette cavité, ça va plus suffire. Et dès lors où la cavité utérine ne va plus suffire, il va pousser sur le col, il va finir par faire son accouchement prématuré. Ensuite, on a les fibromes. C'est surtout les gros fibromes. Vraiment, il faut vraiment qu'ils soient très gros pour pousser un accouchement prématuré. C'est-à-dire qu'ils soient gros, qu'ils soient tellement gros que la cavité utérine est diminuée. C'est-à-dire qu'il est en train de prendre une place du bébé. Ensuite, on a les causes ovulaires. Le placenta prévia. Donc, soit ça va être une prématurité qui va être provoquée par des métroragies, parce qu'un PP, patiente qui a un PP, qui placenta prévia, qui saigne à 32 semaines, elle saigne en grande abondance. C'est sûr qu'on va aller césariser cette patiente. Donc là, cette patiente, donc c'est un bébé qui va avoir plus de risques de prématurité. Et voilà. Donc, et ces saignements vont mettre en jeu le pronostic maternel et fœtal. Ensuite, on a les surdistensions utérines provoquées par les grossesses multiples. Donc, les grossesses gémellaires, grossesses triplées, etc., ont plus tendance à faire des accouchements prématurés. On en a parlé déjà dans le cours de grossesse multiple, de ce risque-là. Les hydramnios et les macrosomies, on en a parlé dans le cours de diabète gestationnel. Pourquoi? Parce que l'utérus va être vraiment distendu et cet étirement va faire que, voilà, il va y avoir des contractions utérines. L'HRP,
L'HRP, c'est pourquoi? Parce que quand il y a un HRP, il y a une sorte d'irritation du muscle utérin par cet HRP qui va faire la contracture. Et qui dit contracture dit contraction utérine. Et la RPM. Quand il y a une RPM, voilà, il y a déjà, c'est une porte d'entrée infectieuse et il y a une augmentation du risque parce que souvent les RPM, rupture prématurée des membranes, sont suivies de l'apparition de contractions utérines. Ensuite, on a les causes infectieuses. Donc, il faut savoir que toute infection maternelle peut être responsable de contractions utérines et d'accouchement prématuré. Par quel mécanisme? Je pense que je vous ai déjà expliqué dans le cours grossesse prolongée, dans la technique de déclenchement du travail, je vous ai expliqué qu'on a donc le décollement du pôle des œufs, décollement du pôle inférieur, le décollement. Le mécanisme, c'est quoi? C'est la libération de prostaglandines. Et les prostaglandines, c'est un facteur inflammatoire qui provoque des contractions. Il faut savoir que quand la patiente, les patientes, quand il y a une infection et quand il y a de la fièvre, dans le système, il y a une libération de prostaglandines. Donc, toute infection maternelle, sachant que toute infection est suivie de libération de prostaglandines, peut être responsable de contractions utérines. Donc, systématiquement, quand on a une MAP, il faut chercher un foyer infectieux. Donc, on a l'infection amniocoriale, c'est la chorioamniotite, c'est une contre-indication à la tocolyse. Attention, pas de tocolyse en cas de chorioamniotite. Si vous cochez tocolyse, vous allez avoir 0. D'accord? Contre-indication formelle de la tocolyse. C'est quoi la tocolyse? C'est donner des traitements qui vont arrêter les contractions. Pourquoi? Parce qu'un bébé qui est infecté dans le ventre de sa maman, si on le maintient dans le ventre de sa maman, de 1, lui, il va finir par ne plus supporter et plus tard il va naître, plus il va avoir une infection néonatale sévère. On a le risque de sepsis maternelle, de septicémie. Donc, qui dit chorioamniotite dit il faut qu'il y ait un accouchement rapide, soit par les voies naturelles, soit par césarienne. Ensuite, on a les infections systémiques, tout ce qui est pyélonéphrite, pneumonie, infections urinaires, basse ou pyélonéphrite, infection vaginale. C'est pour ça d'ailleurs systématiquement, les menaces d'accouchement prématuré, on fait systématiquement un PV et un ECBU. On les fait systématiquement. Parce que souvent, c'est ça la cause. C'est une infection qui est passée inaperçue. Voilà. Invasion du liquide amniotique, c'est rare qu'il y ait une infection du liquide amniotique à membrane intacte. Généralement, c'est quand les membranes sont rompues. Les facteurs de risque. On a les facteurs de risque, c'est tout ce qui est antécédent d'avortement à répétition, de FIV, d'accouchement prématuré, la grande multiparité, quand il y a un délai court entre deux grossesses, quand il y a une pathologie pendant la grossesse, tout ce qui est diabète, parce que ça augmente le risque infectieux, syndrome vasculo-rénal, parce que ça augmente le risque de prééclampsie, etc. En cas d'anémie, il faut savoir que l'anémie, c'est un facteur de risque d'accouchement prématuré. Alors, la physiopathe, ne me demandez pas c'est quoi la physiopathe, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Mais on la cite souvent comme facteur de risque. Les critères socio-économiques, c'est logique. Une patiente qui est dans une des mauvaises conditions socio-économiques, c'est-à-dire quand elle a un travail qui est rude, qu'il faut, quand c'est une mère au foyer, qui a plusieurs enfants, c'est normal qu'elle fasse des accouchements, des menaces d'accouchement prématuré. Donc, les âges extrêmes, les mères célibataires, le travail difficile, pénible, le tabac. D'accord, le tabac, c'est un facteur de risque. Donc, c'est un facteur de risque de quasiment la majorité des pathologies obstétricales. Le diagnostic, c'est quoi? C'est l'association de contractions utérines, de modifications cervicales entre 22 et 37 semaines. Donc, on va faire un interrogatoire, chercher les facteurs de risque, les antécédents obstétricaux, surtout l'antécédent d'accouchement prématuré ou d'avortement tardif. Et donc, dans le diagnostic, alors je vais ajouter ce détail, c'est que en plus du fait d'avoir des contractions, des modifications utérines, dans les critères diagnostiques, on a la longueur du col échographique. Donc, chez ces patients-là, on va faire une échographie endovaginale et on va prendre la longueur du col. Et selon cette longueur-là, qu'on va avoir une idée sur la gravité de cette menace d'accouchement prématuré. Donc, pour hospitaliser à l'étranger, généralement, c'est quand c'est inférieur à 25 mm.
sachant qu'un col normal doit être en principe généralement entre 3 et 4 centimètres. Donc, dès lors où il est inférieur à 25 millimètres, on considère qu'il y a une menace d'accouchement prématuré. Et plus il est court, plus il y a une protrusion de la poche des os, plus la menace est sévère et imminente. Et l'accouchement est imminent. Donc, en plus, dans le diagnostic, en plus des contractions rapprochées et des modifications cervicales au toucher vaginal, on a le diagnostic échographique. D'accord. Au métrologie, après, oui, vous ne m'avez pas dit, il n'est pas écrit sur le polycopie, etc. Parce que j'ai eu plein de personnes qui m'ont chauffé la tête en me disant ce genre de détails. Alors, les trucs que je dis pendant le cours, quand je vous fais des petites remarques comme ça, il faut les noter parce que c'est important. Là, par exemple, c'est important de vous dire que la longueur du col échographique, ça fait partie du diagnostic. Je n'ai pas besoin de le répéter 20 fois pour que vous le compreniez. C'est important. Alors, les contractions utérines, généralement, dès lors où la patiente elle consulte pour douleur pelvienne, on touche, on voit que l'utérus se contracte, on met la patiente, bien sûr, on met la patiente sous cardio-tocographie. C'est l'ERCF, c'est-à-dire c'est l'appareil de l'ERCF avec une deuxième sonde qui va être placée au fond de l'utérus et qui va évaluer le nombre et l'intensité des contractions utérines. Pourquoi? Parce que la palpation, on a trouvé que c'était subjectif, parce que des fois, il y a des patientes qui somatisent. Quand on essaye de palper l'abdomen pour voir est-ce qu'il y a des contractions, elles ont tendance à contracter l'abdomen, et là, on n'arrive pas à voir est-ce que c'est des contractions utérines, est-ce que c'est l'abdomen qui est contracté. Alors que l'enregistrement tocographique va permettre, grâce au capteur, d'évaluer la durée et la fréquence des contractions. Voilà, ça c'est un petit exemple, comme vous voyez, il a bien illustré Dr Galès. On a l'enregistrement ERCF et on a en bas l'enregistrement donc des contractions. Vous voyez, quand ça monte, c'est tout bas, le truc qui est tout en bas. C'est voilà la ligne de base et hop, quand ça monte, c'est une contraction. Voilà. Là, c'est comme je vous ai dit, il y a deux sondes, une pour capter le rythme cardiaque fœtal et une sur le fond utérin pour capter les contractions utérines. Les modifications cervicales, comme je vous ai dit, ça fait partie du diagnostic. Donc, on a le toucher vaginal qui va apprécier la sévérité, mais la valeur prédictive, donc elle est marquée, parce qu'il faut savoir que le toucher vaginal, c'est subjectif. Moi, je peux faire un toucher vaginal et dire, ah là, c'est une menace sévère, vraiment, l'accouchement, il est imminent. Il peut y avoir un autre gynécologue qui va faire le toucher juste après moi, qui va dire, ah non, je pense que ça va, il nous reste encore quelques heures. Donc, faut savoir que le toucher, il est vraiment subjectif. D'accord? Donc, c'est là qu'ils ont décidé de mettre un diagnostic, une méthode diagnostique plus fiable, qui est l'échographie endovaginale, qui va bien évaluer la longueur du col, apprécier l'orifice interne, l'ouverture de l'orifice interne, la longueur du col. Comme je vous ai dit, une longueur inférieure à 25-30 mm, ça fait partie du diagnostic. Une longueur inférieure à 10 mm, c'est une menace très sévère. Une protrusion peut être présente, c'est aussi un signe de menace sévère. Alors, voilà. Ça, c'est complètement, alors pas à gauche, à droite. Il y a une ligne blanche, ça c'est le crâne. Ensuite, il y a c'est comme deux, voilà, il y a la partie supérieure et la partie inférieure. C'est les deux lèvres du col. Et au milieu, il y a une sorte de ligne noire. Donc ça, c'est le col. Alors, j'aurais aimé que ce soit devant un tableau pour que je vous montre, Malheureusement, c'est pas possible. Alors là, vous allez mieux comprendre. Alors, on a la tête, je pense que vous arrivez à la voir. Ensuite, on a le col. Et là, on a une protrusion de la poche des os. La poche des os, elle est en noir. Donc, tout ce qui est liquide, c'est en noir. Donc, le V là que vous voyez, c'est la poche des os. Et donc, elle est protruse à l'intérieur du col. Là, vous voyez, ce qui reste comme longueur du col, c'est vraiment tout petit, tout petit. Les deux petites croix. C'est ça la longueur du col. Donc là, c'est une menace sévère. La fibronectine, donc c'est une glycoprotéine extracellulaire localisée au niveau de la décidua des membranes fœtales. Donc, sa présence dans les sécrétions cervico-vaginales
est normal jusqu'à 20 semaines, mais pas au-delà. En principe, quand on fait un prélèvement vaginal après 20 semaines, on n'est pas censé trouver de la fibronectine. Après, ils ont remarqué que alors en France, c'est des tests rapides qui existent, qui sont retrouvés en maternité. Chez nous, ils n'existent pas. Et c'est un petit test, comme avec un coton-tige, on va faire le prélèvement, qui va détecter le taux de fibronectine dans le prélèvement vaginal et donc l'imminence de l'accouchement prématuré. Plus il va y avoir de fibronectine, plus il considère qu'il va y avoir un accouchement imminent. Mais voilà, ça ne fait pas tant que ça partie du diagnostic. Le critère le plus fiable, c'est l'échographie endovaginale. Alors, la prise en charge, donc on a plusieurs axes. On a le traitement de la cause. Bien sûr, s'il y a une infection urinaire, il faut la traiter. Infection vaginale, il faut la traiter. Mettre l'étocolytique en absence de contre-indication. Mesure d'optimisation de l'accueil du nouveau-né. Donc, mettre la corticothérapie systématiquement. Menace d'accouchement prématuré avant 34 semaines. Systématiquement, on met la corticothérapie. Donc, si vous ne cochez pas corticothérapie, c'est 0. D'accord, c'est important. C'est voilà. L'autocolyse, lors de l'hospitalisation, il faut faire un bilan maternel et fœtal, faire une bonne anamnèse, un bilan maternel, faire donc un prélèvement, comme je vous ai expliqué, systématiquement, on fait un PV, un ECBU, une FNS à la recherche d'une hyperleucocytose, une CRP à la recherche d'une augmentation de la CRP, faire un ERCF, une échographie fœtale pour la vitalité fœtale, chercher est-ce qu'il y a des facteurs de risque d'accouchement prématuré, hydramnios, placenta prévia. Hospitaliser si, voilà, s'il y a des critères d'hospitalisation, donc longueur du col inférieure à 25 mm, contraction rapprochée. Après, voilà, c'est lors de l'hospitalisation, ce n'est pas un repos strict, d'accord? Donc, pendant longtemps, vous risquez de trouver dans de vieux ouvrages repos strict, rester au lit, etc. Non. Donc, le repos strict n'a plus lieu d'être en obstétrique. D'accord? Pourquoi? Parce que le repos strict chez la femme enceinte, c'est augmenter le risque de thrombose, de risque thromboembolique chez elle. Parce que à la base, il y a un risque thromboembolique qui est augmenté par l'augmentation des facteurs de la coagulation. Si en plus de ça, je dis à ma patiente de rester au lit immobilisée, si elle me fait un AVC ou une thrombose, ça sera de ma faute. Donc, la menace d'accouchement prématuré, il y a une hospitalisation, repos non strict. Ensuite, voilà, chercher une infection. Traitement antibiotique n'est justifié que si on a trouvé une infection. Voilà, si elle a un travail vraiment astreignant, très physique, on justifie donc les mesures de repos, on peut lui donner un arrêt de travail. S'il y a un hydramnios, on peut tenter une ponction amniotique, si c'est vraiment un hydramnios très très sévère. S'il y a une incompétence cervicale, on peut tenter un cerclage à chaud si c'est une grossesse d'environ 24 semaines, avec peu ou pas de contraction utérine. Si on constate qu'il y a une béance, généralement. La tocolyse, les inhibiteurs calciques en première intention, alors à l'étranger, c'est la dalate. C'est un comprimé généralement qu'ils donnent. Après, le schéma, il est différent. C'est pas ce schéma-là qu'ils mettent à l'étranger. Nous, à notre niveau, on n'a pas la dalate, donc on met généralement le Loxène à 2-4 mg par heure, par voie veineuse, pendant 24 à 48 heures. Donc, généralement, c'est pendant 48 heures. Pourquoi 48 heures? C'est le temps de mettre la corticothérapie. Voilà. Tocolyse pendant 48 heures, le temps de mettre la corticothérapie. Les bêta-mimétiques, alors les bêta-mimétiques, on les cite, mais il faut savoir qu'on les utilise quasiment plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont des effets secondaires qui, après, quand on évalue la balance bénéfice-risque, on réalise qu'il y a plus de risques que de bénéfices. Donc, c'est quand il y a une menace, on utilise les inhibiteurs calciques ou les antagonistes de l'ocytocine qui ont beaucoup moins d'effets secondaires que les bêta-2 mimétiques. Donc, les antagonistes de l'ocytocine par voie intraveineuse, alors,
vous n'êtes pas obligé d'apprendre tout ce qui est, voilà, tout ce qui est posologie, etc. Mais après, c'est bien d'avoir une idée. Les antagonistes de l'ocytocine, ils ne sont pas disponibles partout en Algérie parce qu'ils coûtent très très cher. Voilà. Les contre-indications de la tocolyse. Donc là, on a vu le traitement, on a vu l'hospitalisation, mise au repos non strict, traitement de l'infection de la cause de la menace, tocolyse, corticothérapie. Après, il faut savoir qu'il y a les contre-indications de la tocolyse. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la chorioamniotite, contre-indication formelle de tocolyser quand il y a une chorioamniotite. Je vous ai expliqué pourquoi. La RPM à terme, bon, un bébé qui fait une RPM à 37 semaines, ça sert à quoi de tocolyser? On le laisse naître, c'est bon. Le retard de croissance sévère, alors retard de croissance sévère, c'est on ne tocolyse pas, surtout s'il y a les paramètres, tout ce qui est Doppler ombilical, Doppler, si tout est perturbé, qu'elle nous fait une menace d'accouchement. Après, bien sûr, c'est vraiment une discussion qui va se faire avec l'équipe de néonat, selon l'estimation du poids fœtal. Est-ce que le bébé est viable? Est-ce que, voilà, il faut vraiment bien faire le calcul bénéfice-risque. Les anomalies du rythme cardiaque fœtal, c'est logique. Un bébé qui me fait une bradycardie, je ne vais pas m'amuser à le tocolyser, à le garder dans l'utérus, il va faire sa MIU. Si il fait une bradie, il faut rapidement l'extraire. Hémorragie génitale en rapport avec un décollement placentaire, c'est logique. Si c'est une patiente qui me fait un HRP, je ne vais pas m'amuser à la tocolyser, d'accord? Une prééclampsie sévère, HELP syndrome, voilà, si c'est une patiente qui fait une prééclampsie sévère qui risque de compliquer à n'importe quel moment, sachant que une menace d'accouchement prématuré chez une patiente qui fait une prééclampsie sévère, généralement, il faut se dire que c'est un HRP. Parce que la prééclampsie sévère, c'est un terrain à risque d'HRP. Si en plus, elle me fait une menace d'accouchement, parce qu'il y a des HRP qui sont pas très donc qui n'ont pas un tableau complet d'HRP, parce que nous on va vous faire le cours d'HRP, contracture, etc. Mais il faut savoir que la majorité des HRP, ils viennent pas avec un tableau complet. Et parfois, c'est le tableau d'une menace d'accouchement prématuré chez une patiente qui a une prééclampsie sévère. Et donc, chez cette patiente, on a tellement peur qu'il y ait un HRP caché que il ne faut pas s'amuser à tocolyser. Et on a la cholestase gravidique. Voilà, la corticothérapie, bon, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est pour diminuer la mortalité, morbidité néonatale, diminuer le risque de détresse respiratoire, d'hémorragie ventriculaire, d'entérocolite. Docteur, s'il vous plaît. Oui? Il y a une personne à accepter. Ah, Drawagi Margit. Drawagi Margit. Franchement, on vient se connecter à 11h42. Gigi Belli. Bah, vous lui dites qu'il a exagéré. D'accord, merci docteur. Alors, donc, on a dit corticothérapie. Donc, la corticothérapie va diminuer la mortalité, la détresse respiratoire, le risque d'hémorragie intraventriculaire, le risque d'entérocolite ulcéro-nécrosante, le risque de leucomalacie périventriculaire. Donc, il y a plein de... La corticothérapie, elle diminue tellement de complications de prématurité que ne pas la mettre est un crime. D'accord? Donc, la corticothérapie, il faut la mettre. C'est quoi? C'est 12 mg par jour de bêta-méthasone à renouveler après 24 heures. Voilà. Chez toute patiente qui fait une menace avant 34 semaines. Après, en plus, alors là aussi, il faut noter, en plus de la corticothérapie, on a le sulfate de magnésium. Alors, le sulfate de magnésium aussi, il diminue donc les complications surtout. Il a un rôle de protection neurologique chez le nouveau-né. Donc, en plus du rôle chez la femme, donc, quand on a une prééclampsie sévère, on donne du sulfate de magnésium parce que c'est un neuroprotecteur pour la maman. Il diminue le risque d'éclampsie. En plus de ce bénéfice-là, le sulfate de magnésium va diminuer la morbidité neurologique chez le bébé. Donc, quand on a une menace d'accouchement prématuré chez un bébé, donc avant 32 semaines,
on recommande de mettre du sulfate de magnésium en plus de la corticothérapie. Donc ça, il faut le noter, c'est important. Alors, la prévention, un des facteurs de risque les plus importants de prématurité, c'est l'antécédent d'accouchement prématurité de fausse couche tardive. Donc, chez ces patientes, il faut chercher une malformation utérine, une cloison utérine qu'on pourra sectionner, peut-être discuter un cerclage prophylactique lors de la prochaine grossesse. Donc, chercher un traitement, un facteur infectieux, vaginose bactérienne. Voilà, chercher une notion de béance cervicale qui va nous faire réaliser un cerclage prophylactique et mettre de la progestérone qui va permettre de diminuer le risque de récidive de prématurité. Après, la progestérone, on peut la mettre en IM, généralement on la demande en ovule. Après, identifier et prendre en compte les facteurs de risque. Donc, ça veut dire que c'est chez une patiente qui fait un travail sédentaire. Si elle a l'habitude de faire des accouchements prématurés et des avortements tardifs prématurés, il faut revoir son poste. Il faut faire ce qu'on appelle, alors comment ça s'appelle déjà? C'est pas réhabilitation. En tout cas, il faut lui changer de poste. Généralement, c'est des patientes chez lesquelles on va chercher un poste où il y a moins d'activité physique, qui va être plus sédentaire, où la patiente ne va pas avoir des tâches trop difficiles à faire pour éviter qu'elle récidive. Voilà. Et contrôle des prescriptions et techniques de PMA. Pourquoi? Parce que la PMA, c'est un facteur de risque de grossesse multiple. Et qui dit grossesse multiple dit accouchement prématuré. Donc, la conclusion, le diagnostic, il est peu spécifique. Alors, l'apport de l'échographie va permettre de réduire les hospitalisations et la mise en route du traitement. Le traitement doit être étiologique dans la mesure du possible, c'est-à-dire dépister tout ce qui est infectieux, etc. Mettre donc un traitement antibiotique si on trouve une origine infectieuse. Ensuite, tocoliser le temps de mettre les corticoïdes. Voilà, la seule mesure qui a fait preuve d'une réduction de la mortalité néonatale, c'est les corticoïdes. Donc, il ne faut jamais oublier les corticoïdes. Voilà, et merci.